Après un mois de rejet froid, j'ai arrêté d'essayer. Elle a dit, enfin, c'est tellement mieux comme ça. Alors, je suis parti pour de bon. Mais ce n'était pas la fin. Je suis rentré tôt ce jeudi-là, vers 4 heures. Mes bottes de travail laissaient de légères traînées de poussière sur le parquet de notre appartement. La cuisine sentait le café réchauffé et le pain grillé brûlé, le petit déjeuner habituel d'Émilie quand elle ne se précipitait pas à son travail dans une agence de relations publiques. Elle était juchée sur un tabouret au comptoir, téléphone à la main, son pouce défilant comme s'il participait à une course. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré, n'a même pas tressailli quand mes clés ont cliqueté sur le crochet près de la porte. L'air semblait vicié, comme si les fenêtres n'avaient pas été ouvertes depuis des jours. « Salut », ai-je dit, en restant décontracté. « Comment s'est passée ta journée ?»« Normal », a-t-elle dit. Un seul mot, aussi plat que le linoléum sous ses pieds. J'ai attrapé sa main, juste une petite pression, rien de lourd. Elle l'a retiré brusquement comme si je l'avais piqué avec un aiguillon à bétail. Aucune explication, juste cette traction sèche, ses yeux toujours rivés sur son écran. Je suis resté là une seconde, le bourdonnement du réfrigérateur remplissant le silence. Quelque chose a changé dans la pièce, comme la première fissure dans un pare-brise. Je me suis retourné, j'ai pris une bière dans le réfrigérateur et j'ai laissé tomber. Si j'avais su que c'était le premier domino à tomber, j'aurais commencé à faire mes valises sur le champ. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai pensé que c'était juste une mauvaise journée, peut-être le stress de sa dernière proposition client. Mon Dieu, si j'avais su quel genre de pagaille se préparait, je me serais épargné des mois de ces jeux. Ce moment dans la cuisine n'était pas l'explosion, c'était le tir de semonce. Je ne l'ai pas vu à ce moment-là, mais Émilie n'était pas seulement distraite. Elle réécrivait le scénario. Son travail l'obligeait à être toujours en représentation, amadouer les clients, créer des publications parfaites sur les réseaux sociaux, jouer un rôle pour quiconque voulait bien regarder. Je pensais qu'elle était épuisée, peut-être dépassée. Alors, je lui ai donné de l'espace. Grosse erreur. L'espace était son arme, et elle l'a utilisé pour se tailler un nouveau rôle, la femme qui n'a pas besoin de toi mais qui s'attend à ce que tu restes dans les parages comme un chien fidèle. La semaine suivante, j'ai essayé de combler le fossé. Je suis rentré après une journée de 10 heures sur le chantier, je me suis douché pour enlever la poussière et la sueur, l'eau chaude soulageant à peine la douleur dans mes épaules. J'ai suggéré que nous allions dans ce restaurant italien qu'elle adorait, celui avec le tiramisu dont elle parlait en ligne, tout crémeux et hors de prix. Pas envie, a-t-elle dit, les yeux sur son téléphone, sa voix comme si elle congédiait un serveur. J'ai réessayé, soirée cinéma, promenade au bord de la rivière, ou même simplement se détendre sur le canapé avec une bouteille de vin. Chaque idée a été accueillie par un haussement d'épaule, ou un « peut-être plus tard ». À la fin de la semaine, j'ai arrêté de demander et j'ai commencé à compter à la place, 14 fois elle m'a repoussé quand j'ai essayé de parler, de la serrer dans mes bras, ou simplement d'exister dans la même pièce. 9 roulements d'yeux quand j'ai suggéré quelque chose qui ressemblait de près ou de loin à une activité de couple. 3 fois, elle est partie au milieu d'une conversation, me laissant parler au mur. Je ne suis pas du genre à supplier pour des miettes. Jamais été. Mais je ne suis pas aveugle non plus. Ce n'était pas une saute d'humeur, c'était un système. Je voyais son jeu maintenant. Chaque esquive visait à me tenir à distance pendant qu'elle tenait les rênes. Il était temps de tester ses règles. Alors, je l'ai fait asseoir un soir, la table de la cuisine entre nous. Sa tasse de café était toujours là depuis le matin, froide et à moitié vide, lance et bréchée depuis qu'elle l'avait fait tomber le mois dernier. La lumière du plafonnier bourdonnait faiblement, projetant des ombres sur la table. « Écoute, Émilie » ai-je dit, en gardant ma voix stable. « Je comprends si tu es fatiguée ou en colère à propos de quelque chose, mais ce cinéma de l'épaule froide, ça ne marche pas. Si tu as un problème, crache le morceau. Réglons-le. » Elle s'est penchée en arrière, a croisé les bras et m'a lancé ce regard, comme si j'étais un enfant qui n'avait pas compris le but d'une leçon. « Tu sais quoi, Jacques ? C'est en fait mieux comme ça. Je me sens plus légère, moins alourdie. » Elle a fait une pause, puis m'a balancé, « Je suis vraiment contente que tu ne sois plus aussi collant. » Pas de venin, pas de colère, juste ce ton calme et suffisant, comme si elle avait résolu une énigme et que j'étais la pièce qu'elle avait jetée. Je n'ai pas crié, je n'ai pas renversé la table, je l'ai juste regardée,
laissant ses mots se déposer comme de la poussière. Plus légère, hein, ai-je dit en me levant. Bon à savoir, a-t-elle incliné la tête, arborant toujours ce demi-sourire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as fait passer ton message, ai-je dit en me penchant légèrement en avant. Tu n'as pas besoin de moi. Alors, pourquoi suis-je encore là à jouer ton jeu? Son sourire a vacillé une fraction de seconde. Tu prends ça beaucoup trop au sérieux, Jacques. Je dis juste que j'ai besoin d'espace. De l'espace, ai-je dit en haussant un sourcil. Tu as eu tout l'appartement pour toi toute seule pendant des semaines. Tu ne parles pas. Tu ne touches pas. Tu ne me regardes même pas. Ce n'est pas de l'espace. C'est un spectacle solo, et je ne suis pas ton public. Elle a ricané, reprenant son téléphone. Tu es dramatique. Je suis juste occupé. Le travail a été dingue. Tu le sais. Occupé, ai-je répété en hochant lentement la tête. Assez occupé pour m'ignorer 14 fois en une semaine? Pour rouler des yeux quand j'essaie d'organiser un rendez-vous? Pour partir quand je suis au milieu d'une phrase? Je ne suis pas ton stagiaire, Émilie. Je suis ton mari. Où j'étais? Elle a posé son téléphone, me regardant enfin. Et alors? Tu menaces de partir maintenant parce que je ne t'admire pas servilement à chaque seconde? Pas de menace, ai-je dit, ma voix calme mais dure. Juste des faits. Tu veux être légère? Je ne suis pas là pour t'alourdir. J'ai lavé ma tasse, je l'ai séchée avec un torchon et je l'ai remise dans le placard. Puis je suis allé dans la chambre et j'ai commencé à sortir des chemises du placard. Pas un mot. Elle n'a pas suivi, n'a pas demandé ce que je faisais. Au moment où je fermais la fermeture éclair de mon sac de voyage, elle était de retour sur son téléphone comme si j'étais juste un livreur qui venait de déposer son plat à emporter. J'ai pris mes clés de camion, celles que je lui avais données quand nous avions emménagé ensemble il y a 2 ans, et je les ai posées sur la table de l'entrée. Si tu es plus légère sans moi, ai-je dit, je vais rendre ça permanent. Elle a levé les yeux alors, les sourcils haussés, mais n'a pas dit un mot. Je suis sorti, j'ai pris une chambre dans un motel près de la Nationale 17 cette nuit-là, le genre avec des enseignes au néon qui clignotent et des distributeurs automatiques qui avalent tes pièces. Le lit grinçait et la climatisation cliquetait, mais c'était mieux que de rester dans son orbite. 2 jours plus tard, j'ai signé un bail pour un 2 pièces de l'autre côté de la ville, un petit endroit avec des planchers qui craquent mais une vue sur le parc. J'ai déposé les clés de l'appartement chez sa sœur, Sarah, qui ne m'a pas jeté le regard apitoyé que la plupart des gens auraient eu. Sarah était la seule dans ce pétrin qui n'agissait pas comme si elle tenait un marteau de juge. Si je pensais que partir la ferait réagir, je me trompais lourdement. La première semaine a été calme, trop calme. Puis les textos ont commencé. Tu es juste parti. Sans conversation, a-t-elle écrit, comme si elle n'avait pas passé un mois à esquiver chaque mot que j'essayais de dire. J'ai fixé l'écran, j'ai presque ri. Conversation? Tu y étais allergique depuis des semaines. Nous en avons eu une, ai-je tapé en retour. Tu as dit que tu étais plus légère. J'ai écouté. Elle a répliqué, tu déformes mes mots. Je ne le pensais pas comme ça. Alors comment le pensais-tu, ai-je répondu. Parce que tu as clairement fait comprendre que j'étais le problème. Je ne fais que respecter tes souhaits. Pas de réponse. 2 jours plus tard, Sarah a appelé. Émilie dit aux gens que tu l'as pris trop personnellement, a-t-elle dit, sa voix plate, comme si elle lisait un bulletin météo. Elle dit que tu as surréagi. J'ai grogné. Surréagi? Elle a passé un mois à me traiter comme un colocataire qu'elle ne pouvait pas supporter. Dis-lui que je ne fais que lui donner ce qu'elle voulait. Sarah n'a pas discuté. Pas besoin. Elle connaissait Émilie mieux que personne, connaissait la façon dont sa sœur pouvait tourner une histoire pour se faire passer pour l'héroïne. Puis il y a eu le coup du petit déjeuner. J'étais dans mon nouvel appartement, à peine déballé, en train de faire frire du bacon en caleçon un samedi matin. L'appartement sentait le café et la graisse, le bon genre de matinée. La fenêtre était ouverte, laissant entrer le bruit des enfants jouant dans le parc de l'autre côté de la rue. On frappe à la porte. Je l'ouvre, et voilà Émilie, tenant un sac de courses comme si elle auditionnait pour « l'épouse de l'année ». J'ai du café, des œufs, cette sauce piquante que tu aimes, a-t-elle dit,
affichant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Mangeons juste. Sans rancune. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, spatule à la main, le bacon grésillant derrière moi. Sans rancune, Émilie? Tu as passé des semaines à agir comme si j'étais un meuble que tu n'aimais plus. Maintenant, tu es là avec une offrande de paix. Où veux-tu en venir? Son sourire s'est crispé, mais elle l'a maintenu. Je ne veux en venir nulle part, Jacques. J'essaie juste d'être gentille. Ne pouvons-nous pas simplement prendre le petit déjeuner? Gentille, ai-je répété, laissant le mot en suspens comme une mauvaise blague. Tu as été gentil quand tu m'as dit que tu te sentais plus légère sans moi. Alors, qu'est-ce que c'est? De la culpabilité? Une séance photo pour tes abonnés? Elle a changé le sac de main, son charme s'effritant. Tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. J'essaie de réparer les choses. Réparer les choses, ai-je dit en m'avançant. Qui a-t-il à réparer? Tu as eu ton espace. Tu as eu ta vie légère. Pourquoi es-tu ici, Émilie? Tu penses qu'un sac de courses compense un mois à me traiter comme si je n'existais pas? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je ne voulais pas que tu te sentes comme ça, a-t-elle dit, plus doucement maintenant, comme si elle faisait une proposition à un client. J'étais stressé. D'accord, le travail a été un enfer. Pouvons-nous juste recommencer? J'ai secoué la tête. Recommencer? Tu ne peux pas appuyer sur le bouton de réinitialisation après avoir réécrit tout le jeu. Je me sens plutôt léger moi-même sans le cirque. J'ai reculé et j'ai fermé la porte. Pas un claquement, juste un clic. Ferme. Fini. Je l'ai entendu rester là un moment, puis ses pas s'éloignant dans le couloir. Le lendemain, j'ai vu sa publication en ligne, un restaurant chic, des lumières tamisées, elle souriant à côté d'un type en blazer qui avait l'air de vendre des assurances ou des crypto-monnaies. Légende, la vraie paix vient avec quelqu'un qui n'a pas besoin de parler. Je n'ai pas aimé, je n'ai pas commenté. J'ai juste fait une capture d'écran, je l'ai gardée pour mes archives. Mon ami Michel m'a envoyé un texto plus tard. Tu as vu ça? Elle essaie de te taper sur les nerfs. Ouais, ai-je répondu, et je ne joue pas. Elle pensait que cette publication me rendrait jaloux, me ferait courir après elle. Au lieu de cela, elle m'a juste montré qui elle était, quelqu'un qui préférerait monter un spectacle plutôt que d'affronter la réalité. Revenons en arrière. La cuisine n'était pas la première fissure, c'était juste celle que je ne pouvais plus ignorer. Un mois avant mon départ, nous étions à un barbecue chez son amie Lise. Belle installation, jardin avec des guirlandes lumineuses, des hamburgers grésillants sur le grill, des bières fraîches dans une glacière. L'air sentait le charbon de bois et l'herbe coupée, et la playlist de quelqu'un diffusait du rock classique. Je parle à Lise d'un projet que je gère, un nouvel immeuble de bureaux en centre-ville. Rien de lourd, juste une conversation professionnelle sur les délais et les permis. Émilie s'approche, un verre de vin à la main, et intervient en riant, « Jacques, tu n'as pas besoin de l'ennuyer avec des histoires de construction. » Son ami a souri en coin, leurs yeux allant de l'un à l'autre. Lise semblait mal à l'aise, a marmonné quelque chose à propos d'aller chercher un autre verre. Je n'ai pas mordu à l'hameçon, j'ai juste levé ma bière et dit, « Drôle, je pensais que je répondais à sa question. » Autant pour moi. Lise a hésité, puis a dit, « Non, c'est cool, Jacques. Ça a l'air d'être un gros projet. Comment est le bâtiment? » J'ai souri, en gardant les yeux sur Émilie. C'est une tour de bureau de 20 étages, haut de gamme, avec un jardin sur le toit. Je m'assure que tout ne s'effondre pas avant d'être terminé. Pas vraiment ennuyeux, non? Lise a hoché la tête, intéressée. C'est génial. Comment fais-tu pour suivre tout ça? Avant que je puisse répondre, Émilie est de nouveau intervenue. Oh, il a son équipe pour ça. Jacques est le gars qui s'assure que tout le monde se pointe, a-t-elle dit, son ton léger mais tranchant, comme un couteau enveloppé dans une serviette. Ses amis ont ri, et elle a siroté son vin, l'air satisfaite d'elle-même. Je me suis penché en arrière, en gardant ma voix stable. En fait, Lise, je dirige toute l'opération, budget, calendrier, sous-traitant. C'est comme rassembler des chats, mais avec des grues et du béton. Tu devrais passer sur le site un de ces jours. Je te ferai la visite non ennuyeuse. Le groupe a gloussé, et Lise a souri.
Le sourire d'Émilie s'est figé juste une seconde, mais je l'ai vu. Elle n'aimait pas perdre le devant de la scène. Lise a continué. Sérieusement, ça a l'air intense. Comment gères-tu la pression? La concentration, ai-je dit, en jetant un coup d'œil à Émilie. On apprend à ignorer le bruit et à se concentrer sur ce qui compte. Un peu comme esquiver les mauvais arguments de vente. Le groupe a ri de nouveau, plus fort cette fois. Émilie a siroté son vin, ses doigts crispés autour du verre. Dans la voiture plus tard, j'en ai parlé. C'était quoi ça? Tu essayais de me faire passer pour un idiot devant tes amis? Elle a soupiré comme si je l'épuisais. C'était une blague, Jacques. Détends-toi. Tu es toujours si sérieux. Une blague, ai-je dit, en serrant le volant. Tes blagues semblent toujours se terminer avec moi ayant l'air d'un domestique. La prochaine fois, mets-moi dans la confidence, ou ne sois pas surpris si je vole la vedette. Elle a roulé des yeux. Tu es si sensible. Je voulais juste garder les choses légères. Légères, ai-je dit en me garant dans notre allée, comme tu essaies de me garder. Bon à savoir où nous en sommes. Elle n'a pas répondu, est juste sortie et est rentrée, me laissant avec le bourdonnement du moteur de la voiture. Je voyais son jeu maintenant. Chaque pic visait à me rabaisser. Il était temps de changer les règles. Une semaine plus tard, ça a empiré. Nous sommes à un cocktail professionnel pour son agence de relations publiques, dans un hôtel chic du centre-ville avec des lustres et des cocktails hors de prix. Je porte un costume que je déteste, le genre qui me donne l'impression d'être un enfant qui se déguise, à discuter avec ses collègues. L'un d'eux, Grégoire, me demande ce que je fais. Avant que je puisse répondre, Émilie intervient. Oh, Jacques est dans la construction. Ça l'occupe, n'est-ce pas? Elle a souri, mais c'était le genre de sourire qu'on donne à un enfant qui montre un bulletin scolaire médiocre. Grégoire a hoché la tête, déjà ailleurs. J'ai attendu qu'il s'éloigne, puis je me suis penché. C'est quoi cette présentation? On dirait que je suis dehors à manier un marteau toute la journée. Elle a roulé des yeux. Ce n'est pas grave, Jacques. Je résumais juste. Résumé, ai-je dit, en gardant ma voix égale. La prochaine fois, laisse-moi me résumer moi-même. Je n'ai pas besoin d'un agent de promotion. Elle a ri pour s'en débarrasser, mais je l'ai vue, cette petite étincelle de satisfaction. Elle aimait me mettre dans une case, me rendre plus petit que je ne l'étais. Plus tard, au bar de l'hôtel, je discutais avec un groupe de ses collègues d'un nouveau projet municipal. Rachel a posé des questions sur les défis de la gestion de grands chantiers. J'étais au milieu de ma réponse quand Émilie est intervenue. Oh, Jacques est habitué au chaos. Il est doué pour garder les choses sous contrôle. Un autre sourire, une autre pique, comme si je n'étais qu'un contremaître glorifié. J'ai posé mon verre. En fait, Rachel, c'est moins une question de contrôle que de stratégie. On jongle avec des budgets, des calendriers et une centaine d'égos. Un peu comme les relations publiques, sauf que mes clients se fichent des hashtags. Le groupe a ri, et Rachel a hoché la tête, impressionnée. Le sourire d'Émilie s'est crispé. On dirait que c'est toi qui mènes la danse, a dit Rachel en se penchant. Quelle est la partie la plus difficile? Gérer les gens qui pensent tout savoir mieux que les autres, ai-je dit en jetant un coup d'œil à Émilie. Il faut rester vif, dénoncer les absurdités quand on en voit. Le groupe a de nouveau gloussé, et un type, Thomas, a levé son verre. À la vivacité d'esprit, a-t-il dit. Émilie s'est excusée pour aller voir un client dehors. Alors que nous attendions le voiturier, je l'ai interpellé. Il faut que tu arrêtes ça, Émilie. Chaque fois que j'ouvre la bouche, tu es là avec une plaisanterie pour me faire paraître moins que ce que je suis. Quel est ton problème? Elle a croisé les bras, les lampadaires se reflétant sur ses boucles d'oreilles. Mon problème? C'est toi qui transformes un événement de réseautage en ta conférence personnelle. Réseautage, ai-je dit en me rapprochant. Tu veux dire te mettre en valeur devant tes collègues pendant que tu me rabaisses? Je ne suis pas ton accessoire, Émilie. Continue comme ça, et tu vas réseauter en solo. Elle n'a pas répondu, et juste montée dans la voiture quand elle est arrivée. J'ai su alors qu'elle ne me testait pas seulement, elle me rayait de son histoire. Une semaine avant la confrontation dans la cuisine, nous avons rencontré son amie Karine dans un café du centre-ville. L'endroit était bondé,
l'air épais d'espresso et de bavardage. Karine, l'une des plus anciennes amies d'Émilie, n'était que sourire, mais je l'avais déjà vue jouer le rôle de complice des piques d'Émilie. Nous parlons de nos projets pour le week-end quand Karine me demande ce que je fais. Toujours dans la boue, Jacques, dit-elle en riant comme si c'était anodin. Émilie intervient avant que je puisse répondre. Oh, tu sais, Jacques, toujours jusqu'au cou dans les affaires de construction. Ça l'empêche de faire des bêtises. Elle fait un clin d'œil à Karine, qui rit plus fort. Puis Émilie pivote, coupant la prochaine question de Karine. Bref, Karine, comment va cette nouvelle campagne? Tu déchires tout, non? Karine s'illumine, et les voilà partis à part les boutiques comme si je n'étais pas là. Je me penche en arrière, en remuant mon café. Je l'ai vu, Émilie orientant la conversation pour garder l'attention sur son monde. Il était temps de renverser la vapeur. En fait, Karine, ai-je dit en intervenant. Tu as posé une question sur mon travail. Ce ne sont pas juste des affaires de construction. Je gère un projet de 9 millions d'euros, une tour de 20 étages en centre-ville. C'est comme diriger une petite armée, budget, calendrier, sous-traitant. Un peu comme les relations publiques, mais avec de vrais enjeux. Les yeux de Karine se sont écarquillés. Waouh, c'est énorme. Comment fais-tu pour tout gérer? De la pratique, ai-je dit, en gardant les yeux sur Émilie, et savoir quand dénoncer les absurdités des gens qui pensent pouvoir mener la danse. Karine a jeté un coup d'œil à Émilie, qui était soudainement très concentrée sur son téléphone. Ça a l'air intense, a dit Karine. Tu es parfois stressée? Seulement quand les gens essaient de réécrire ma description de poste, ai-je dit en souriant. La table est devenue silencieuse et la mâchoire d'Émilie s'est crispée. Elle a essayé de changer de sujet à nouveau, demandant à Karine des nouvelles d'un client, mais le moment était à moi. Dehors, Émilie m'est tombée dessus. Tu n'avais pas besoin de faire cette pique sur les relations publiques, a-t-elle dit, sa voix tranchante. Karine est mon amie, pas ton public. Drôle, ai-je dit en déverrouillant la voiture. Ça ne semblait pas te déranger de faire de moi la cible de la blague. Si tu continues à me peindre comme le gars dans la boue, ne sois pas surprise quand je riposte. Elle n'a pas répondu, est juste montée et a regardé par la fenêtre. Je l'ai vue alors. Chaque pique était une manœuvre pour me rabaisser. Je ne jouais plus. Le vrai coup de poing est venu quelques jours avant que je déménage, pendant la dispute sur les factures. Nous étions à la maison, à passer en revue les dépenses à la table de la cuisine. L'écran de l'ordinateur portable brillait, montrant notre compte en banque, qui était plus serré que je ne l'aurais souhaité. Pas désespéré, mais assez pour le sentir. J'ai suggéré de réduire certains abonnements, comme son adhésion au studio de yoga qu'elle n'avait pas utilisé depuis des mois. Elle m'a regardé comme si j'avais suggéré de vendre sa voiture. Tu vas vraiment me faire des histoires pour quelques centimes pour du yoga, a-t-elle dit, la voix vive. Peut-être que si tu te donnais plus à fond au travail, nous ne tirerions pas le diable par la queue. J'ai posé l'ordinateur portable. Tirer le diable par la queue? Je fais des semaines de 50 heures, Émilie. Tu n'es pas exactement en train de découper des coupons non plus. De quoi s'agit-il vraiment? Il s'agit du fait que tu essaies toujours de tout contrôler, a-t-elle lancé. J'ai besoin de mon espace, de ma liberté. Tu m'étouffes avec ces histoires de budget. Étouffé, ai-je dit en me penchant en arrière. C'est un comble venant de quelqu'un qui me traite comme un locataire depuis des semaines. Tu veux la liberté? Commence à la payer. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis sorti de la pièce. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Il ne s'agissait pas d'argent ou de yoga, il s'agissait d'elle qui réécrivait les règles pour être toujours aux commandes. 2 semaines après mon déménagement, Émilie m'a invité à la fête d'un client, dans la grande maison d'un pont en banlieue avec une piscine et un buffet traiteur. J'ai failli dire non, mais elle a insisté, disant que ça pourrait être un nouveau départ. J'y suis allé, plus par curiosité que par espoir. L'endroit était tout en verre et en marbre, avec des invités en costume et robe sirotant du vin. Émilie était dans son élément, charmant tout le monde. Mais quand elle m'a présenté à l'hôte, c'était le même vieux scénario. Voici Jacques. Il est dans la construction, a-t-elle dit, son ton impliquant que j'étais juste le gars qui se pointait avec un casque de chantier. L'hôte, un type nommé Paul, a hoché la tête poliment. Je suis intervenu avant qu'Émilie ne puisse orienter la conversation.
En fait, je gère des projets à grande échelle, ai-je dit en lui serrant la main. En ce moment, je supervise une tour de bureau de 20 étages en centre-ville. C'est un monstre, mais nous maintenons le cap. Les yeux de Paul se sont illuminés. C'est impressionnant. Comment gérez-vous le stress? Tout est une question de concentration, ai-je dit en jetant un coup d'œil à Emily. On apprend à ignorer le bruit et à se concentrer sur ce qui compte. Le groupe autour de nous a hoché la tête, et le sourire d'Emily s'est crispé. Elle a essayé de changer de sujet, vantant sa dernière campagne. Nous venons de décrocher un client majeur, a-t-elle dit, sa voix vive. Ça va être énorme pour l'agence. Paul a hoché la tête, mais une autre invitée, une femme nommée Claire, s'est tournée vers moi. Jacques, qu'est-ce que ça fait de voir un bâtiment sortir de terre? C'est comme regarder une ville grandir, ai-je dit en me penchant. Chaque pièce doit s'emboîter. L'acier, le béton, le verre. Une erreur, et c'est un effet domino. Tu devrais passer sur le site un de ces jours, Paul. Je te montrerai ce que ça implique. Paul m'a tendu sa carte, véritablement intéressé. Le visage d'Emily était un masque, mais je pouvais voir les fissures. Plus tard, alors que nous prenions des verres au bar, elle m'est tombée dessus. Tu n'avais pas besoin de détourner la conversation, a-t-elle dit, sa voix basse mais tranchante. C'était mon client, ma soirée. Ta soirée, ai-je dit en posant mon verre. Alors pourquoi m'as-tu invité? Pour que je reste en arrière-plan pendant que tu joues la vedette? Je ne suis pas ton accessoire, Emily. Trouve quelqu'un d'autre pour ça. Je me suis éloigné, me mêlant aux invités, la laissant ruminer. C'était la dernière fois que j'allais quelque part avec elle. Emily n'était pas seulement distante, elle jouait aux échecs. Chaque roulement d'yeux, chaque conversation esquivée, chaque petite pique devant ses amis, sa famille ou ses collègues était une manœuvre pour me déstabiliser. Elle ne voulait pas d'un partenaire, elle voulait un accessoire, quelqu'un pour la mettre en valeur, la faire se sentir puissante pendant qu'elle menait la danse. Et quand j'ai arrêté de jouer le jeu, elle n'a pas su comment le gérer. L'explosion dans le couloir a été son dernier grand coup. Je sortais prendre un café, à mi-chemin des escaliers de mon nouvel immeuble, quand elle est apparue, sa voix résonnant dans le hall, plus théâtrale que menaçante. Tu agis comme un lâche, Jacques, tu fuis parce que tu ne peux pas gérer une vraie conversation. Je me suis arrêté, je me suis retourné et je l'ai regardée. Elle faisait les 100 pas, agitant les mains comme si elle jouait pour les voisins qui regardaient à travers leur store. Un lâche, ai-je dit, en gardant ma voix basse mais tranchante. Tu as passé un mois à m'esquiver, à me dire que tu étais plus légère sans moi. Je t'ai donné ce que tu as demandé. Quel est le problème maintenant? Tu me fais passer pour la méchante, a-t-elle lancé. Tu es juste parti. Tu n'as même pas essayé de réparer les choses. Réparer quoi? Je me suis rapproché, sans crier, juste en perçant son bruit. Tu as clairement fait comprendre que j'étais le problème. Le barbecue où tu m'as interrompu devant Lise. Le cocktail où tu m'as fait passer pour un ouvrier. Le café avec Karine. Le dîner avec tes parents. Cette fête de clients où tu as essayé de me faire passer pour l'employé. Tu as eu ton espace, Emily. Maintenant, tu es en colère parce que je ne te supplie pas de me reprendre. Choisis ton camp. Elle s'est figée, puis a visé la jugulaire. Je dirai à tout le monde que tu t'es défilé parce que tu manques de confiance en toi, que tu ne pouvais pas supporter que je sois indépendante. J'ai ri, pas fort, juste assez pour la faire tressaillir. Vas-y, dis-leur. Mais n'oublie pas de mentionner à quel point tu te sentais légère quand j'ai arrêté d'essayer. Parle-leur du café avec Karine, de la fête où tu as essayé de me faire passer pour l'employé. Assure-toi qu'ils aient toute l'histoire. Je me suis retourné et j'ai descendu les escaliers, j'ai entendu sa voiture démarrer en trombe quelques minutes plus tard. C'était la dernière fois qu'elle s'est montrée. Je n'ai pas de regrets, jamais eu. Mais avec le recul, j'aurais dû voir son jeu depuis le début. Chaque mouvement était calculé, non pas pour me blesser, mais pour la garder au sommet. La pique au barbecue, l'affront au cocktail professionnel, le café avec Karine, le dîner avec ses parents, la fête du client, ce n'était pas aléatoire. C'était sa façon de me garder sous contrôle, de s'assurer que je connaissais ma place. Et quand j'ai arrêté de jouer, elle n'a pas seulement perdu le contrôle, elle a perdu son public. Un mois après la scène du couloir,
Michel a appelé. J'ai vu Émilie dans ce nouveau bar du centre-ville, a-t-il dit. Elle était avec un type, très proche. Elle n'arrêtait pas de regarder autour d'elle comme si elle voulait que quelqu'un la remarque. Laisse-la, ai-je dit. Elle joue pour un public qui n'existe plus. Michel a ri. Tu es froid, mec. Mais je comprends. Elle essaie de te rendre jaloux. Elle peut essayer, ai-je dit, mais je ne suis pas dans ce jeu. Michel était celui qui restait vrai. Pas de leçon de morale, pas de pitié, juste la vérité. Il avait vécu ça avec son ex, même stratégie, joueur différent. Toujours besoin d'être la vedette, toujours besoin de quelqu'un pour applaudir. Il ne m'a pas dit de quitter Émilie, pas besoin. Il a juste dit, tu ne lui dois pas ta tranquillité d'esprit. Ça m'est resté. Maintenant, je suis chez moi, petit mais à moi. Je rentre du travail, j'enlève mes bottes, le plancher craque sous mes pieds. Je cuisine ce que je veux, steak, tacos, ce dont j'ai envie. La cuisine sans l'ail et les épices, pas le pain grillé brûlé. Je regarde ce que je veux, je dors quand je veux. Personne ne me teste, personne ne réécrit les règles. Mon téléphone ne vibre pas avec des textos passifs-agressifs. Mes clés restent là où je les laisse. Si quelqu'un veut entrer dans ma vie et commencer à jouer à des jeux, il peut toujours essayer. Mais je ne suis plus dans ce jeu. Et j'ai le sentiment qu'Émilie est encore en train de comprendre ce qu'elle a perdu quand elle a misé sur le mauvais cheval.